Bonjour! Bienvenue chez nous, les Fred et Jamy du Code été. Bonjour Fred. Salut Jamy. Les Bonnie and Clyde des services urbanisme, les Bernard et Bianca des infractions urbanistiques. Alors, on nous a proposé aujourd'hui de faire un tuto qui explique comment remplir son permis d'urbanisme sans architecte pour les habitats légers. Ça s'appelle l'annexe 9, spécifiquement l'habitat léger. Ça ne marche qu'en Belgique pour la Wallonie, des eaux pour les eaux. Là, vous avez un petit chapitrage de la vidéo. Comme ça, vous pouvez sauter des étapes et aller directement au bon timing. N'hésitez pas à faire des pauses, c'est un petit peu long. Et comme ça, vous avez le plaisir de nous retrouver. Et vous pouvez retrouver ce chapitrage dans la description avec les liens vers une annexe 9 pré-remplie et tous les documents nécessaires. L'installation d'habitation légère en Wallonie, ça concerne au moins 3 codes de loi. Le code de l'habitation durable, Le code de l'aménagement du territoire, qu'on appelle aussi le code été. et le code de l'environnement. Alors, il se passe quelque chose en 2019. Oui, il y a un changement. Le code du logement devient le code de l'habitation durable. Et dans celui-ci, on reconnaît enfin l'habitation légère. Alors bon, l'habitation légère, en fait, c'est l'habitat léger, mais c'était une manière de dire, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Et maintenant, on va appeler ça l'habitation légère. Alors, Jamy, cette définition, c'est quoi? Eh bien, Fred, l'habitation légère, c'est celle qui correspond à au moins 3 des critères suivants. Démontable, Déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondation. qui n'est pas raccordé aux impétrants, les égouts, l'électricité, etc. Si vous avez donc 3 de ces critères, votre habitat sera considéré comme une habitation légère par le code de l'habitation durable et donc par l'administration. Si vous voulez habiter de manière principale dans votre habitat léger, vous devez introduire une demande de permis d'urbanisme. Et depuis 2019, le code de l'aménagement du territoire, aussi appelé le code été, a été modifié. Et donc dans certains cas, désormais, vous pouvez rentrer une demande de permis d'urbanisme sans architecte. Et pour ce faire, il faut rendre une annexe 9. Unique. La seule, la fameuse. Bon, c'est une petite avancée quand même, ce permis sans architecte. Ouais, mais quand même, hein, c'est pas mal, ça change, c'est bien. Mais dans quel cas peut-on bénéficier de cette simplification, Bernard? Eh bien, c'est très simple, Bianca. C'est écrit dans la ligne K du tableau nomenclature du livre 4 de la partie réglementaire du Code été, le Code d'aménagement du territoire. Du quoi? La ligne K du tableau nomenclature. Pour pouvoir bénéficier de l'annexe 9, il faut d'abord que votre habitat réponde à au moins 3 des critères du Code de l'habitation durable et répondre à au moins un des 2 cas suivants. Alors, soit votre habitat est en kit ou préfabriqué. Alors, c'est le cas des tiny houses, des yurts, des tipis, etc. Ou l'autre cas, il faut que votre habitat soit sans étage, d'une superficie inférieure à 40 m², d'une hauteur sous corniche maximale de 2,50 m, 3,50 m au fait ou 3,20 m à l'acrotère. Dans le cas d'une toiture plate, par exemple. Donc là, on est passé du code de l'habitation durable au code d'aménagement du territoire. Plus d'infos, plus précis. C'est pas très clair. Tu peux résumer, Fred? Oui, Jamy. Donc en fait, il faut 3 critères de la définition, plus un de ces 2 cas, et là, bim, annexe 9. Ah, ok. Et sinon, annexe 4. Annexe 4 Avec avec architecte. architecte, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc... Bon, et maintenant, un petit conseil pour augmenter vos chances d'avoir votre permis. C'est entre nous. Prenez un rendez-vous avec la commune, avec le ou la bourgmestre. Allô, bonjour, je veux un petit rendez-vous. L'échevine ou l'échevin de l'urbanisme ou le service urbanisme. Comme ça, vous allez avoir les informations qui sont requises pour remplir votre dossier. Vous y allez vous-même avec un petit dossier qui vous présente, vous et votre projet. Et comme ça, ça va vous rassurer. Vous allez avoir un petit contact humain. Ça va vous lancer quoi, dans votre remplissage des dossiers. Et ça va rassurer la commune aussi. Bon, Maintenant, l'annexe 9. Annexe 9. À nous deux. Alors, l'annexe 9, c'est pas uniquement pour l'habitat léger. Ça concerne notamment tous les permis d'urbanisme sans signature d'architecte. Et Donc par exemple, poser des panneaux solaires, poser une éolienne, la création d'un logement dans un bâtiment, tout ça, ça peut se faire aussi avec l'annexe 9. Nous, on va se focaliser sur une annexe 9 qui est pour de l'habitat léger, qu'on va remplir ensemble, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour tous les cas que tu viens de citer. Comment s'organise l'annexe 9, Bonnie? C'est simple, Clyde. Dans l'annexe 9, tu as un tas de cadres, et ces cadres, on va les remplir ensemble. Ça va être assez simple. Et puis aussi, il y a des éléments complémentaires qui sont des annexes. Il y a des annexes à l'annexe. Il y a un vocabulaire un peu particulier, mais on va vous aider à le comprendre. Et ça craint un peu de l'admettre, mais une demande de permis d'urbanisme de qualité a plus de chances d'avoir un avis favorable d'un collège communal. Donc, n'hésitez pas à vous entourer, à demander de l'aide, demander à votre nièce, par exemple, de faire un reportage photographique. Si, je te vois, petite nièce qui fait de la photo. Et ainsi aussi demander à des habitants du Léger s'ils ont des connaissances qui sont passées par l'étape annexe 9. Si vous êtes pressé de savoir comment on fait des plans, n'hésitez pas à aller directement à ce timing-là, je peux comprendre. Cadre 1. Le demandeur, la demandeuse, a priori, il n'y a pas de piège, c'est assez simple.
Si vous êtes un particulier ou une particulière, vous remplissez personne physique. Si vous êtes pour une société ou une ASBL, vous C'est remplissez personne morale. Une petite chose aussi, pour l'adresse, mettez l'adresse où vous recevez le courrier. Pas celle où vous voulez construire. Ouais. Comme ça, vous recevrez la réponse, qui sera positive. Et auteur de projet, en vrai, c'est seulement si vous faites appel à un architecte ou une architecte pour remplir le formulaire à votre place, mais je pense que grâce à nous, aujourd'hui, on peut le dire, ça ne sera pas le cas. Cadre 2, objet de la demande. Alors là, il s'agit d'expliquer le plus simplement et clairement possible de quoi il est question. Juste ce qui est nécessaire pour que l'administration comprenne. N'en dites pas trop non plus. Il ne s'agit pas de créer des a priori négatifs sur la forme de votre habitat. Donc par exemple, pour construire une yourte, vous indiquerez construction d'une yourte destinée à l'habitat. Et la même chose pour une tiny house, une caravane, un dôme, etc. Alors dans ce cadre, on parle de l'affectation de la parcelle. L'affectation de la parcelle, c'est l'usage qui est fait de la parcelle. Par exemple, si on prend une vieille ferme, l'usage, c'était l'usage agricole, et cette ferme, on la transforme en habitat groupé, on va transformer l'usage et l'affectation. L'affectation deviendra du logement. Dans notre cas... Ouais, pour de l'habitat léger, la plupart du temps, ça sera juste une affectation, habitation et jardin. Pour l'histoire du phasage, c'est uniquement nécessaire d'indiquer quelque chose si votre installation se passe en plusieurs étapes. Donc par exemple, si vous devez démolir un bâtiment avant de vous installer ou niveler le terrain. Ainsi, les dates de péremption du permis coïncideront avec le phasage que vous avez indiqué. A priori, on n'aura pas de phasage si on installe un habitat léger ou deux habitats. Mais si c'est le cas et que votre projet a de l'ampleur, alors on vous conseille d'appeler un architecte qui va vous aider à dessiner un plan masse, c'est-à-dire l'aménagement global de ce que vous désirez faire, et puis qui va réfléchir avec vous au phasage. Dans notre cas, pour un habitat léger, on n'aura pas de phasage. Non, rarement. Non. Pour les cadres suivants, on vous propose d'utiliser deux outils qui ont été mis en ligne par la région wallonne. Wallon Map. Qui a bien évolué. Hein. Oui, je trouve que c'est pas mal. Et sur le titre, il y a eu un effort d'originalité. En fait, c'est un condensé entre Wallonie et Map. Wallon Map. Et la cartographie des données du SPOE territoire. Cartographie des données du SPOE territoire. Yellow, jaune. Là, pour le coup, le titre, ça part. Non, pas d'effort, non. Mais pratique. Hein. Oui, synthétique. Synthétique, Oui. ouais. Le cadre 3, coordonnées d'implantation du projet. Mais là, c'est simple, on met l'adresse du projet. Et s'il n'y a pas de numéro encore, vous ne l'inventez pas. Hein. L'administration s'en occupera plus tard. Pour les parcelles du cadastre, en fait, vous pouvez utiliser l'outil Wallon Map, qui a été mis à disposition par la région wallonne. Dans Localiser, vous mettez l'adresse de la parcelle sur laquelle vous voulez construire. Puis, une fois que vous êtes bien au-dessus de votre parcelle, vous cliquez sur Vue prédéfinie cadastre. Du coup, vous avez toutes les parcelles cadastrales qui sont affichées avec leur numéro. Ensuite, vous cliquez en haut à gauche sur Info, puis vous cliquez sur la parcelle sur laquelle vous voulez construire. Et là, dans une petite fenêtre à droite, vous avez toutes les références cadastrales qui s'affichent. Ça, c'est simple. Et si jamais vous voulez construire sur plusieurs parcelles cadastrales, vous faites la même démarche pour chaque parcelle et vous la reportez dans le tableau du cadre 3. C'est simple. Piece of cake. Existence de servitudes et autres droits. Alors, pour les servitudes, si vous êtes propriétaire du terrain, vous êtes au courant de quelles sont les servitudes sur votre terrain. Et une servitude, c'est quoi? C'est une contrainte qui s'applique sur une propriété et un propriétaire. S'il y a par exemple une servitude de passage sur son terrain, il est obligé de laisser passer les gens sur son terrain. Et en fait, les servitudes sont écrites dans les actes notariaux, donc les propriétaires sont au courant dans les paplards, quoi. Et sinon, vous pouvez aussi demander à la commune qu'elle vous renseigne sur les servitudes qu'il y a sur le terrain. Elles ont cette information-là. Si vous n'êtes pas propriétaire d'un terrain, vous pouvez demander un permis d'urbanisme, c'est vraiment possible. La seule chose, c'est qu'on vous conseille de mettre une attestation du propriétaire du terrain qui vous donne l'autorisation de réaliser les travaux pour lesquels vous demandez un permis. Le cadre 4. Cadre 4, antécédent de la demande. En fait, là, vous êtes censé un peu savoir si vous avez déjà demandé un certificat d'urbanisme ou vous avez déposé une autre demande de permis d'urbanisme. Il y a peut-être un permis d'urbanisme antécédent. Là, vous demandez au propriétaire ou à la commune qui pourra vous répondre. Et s'il n'y a pas d'antécédent, vous inscrivez juste néant. Cadre 5, situation juridique du bien. Schéma de développement territorial, si application de l'article D2.16 du Code été. En fait, là, ça ne vous concerne que si vous voulez construire un bâtiment pour le service public ou si vous comptez urbaniser plus de 15 hectares. On ne vous le souhaite pas, franchement. Donc là, si ce n'est pas le cas, vous inscrivez juste néant. Pour la suite, on vous invite à utiliser la cartographie des données du SPOE territoire, l'autre outil en ligne. Donc comme dans Wallon Map, dans Localiser, vous mettez votre adresse. Ensuite, vous cliquez sur Choix du thème. Vous allez dans Applications spécifiques et là, vous avez les informations pour les demandes de permis et les certificats d'urbanisme. En fait, c'est un petit catalogue de cartes qui a été préparé dans la cartographie des données du SPOE territoire et comme ça, tout est prêt. Vous avez toutes
tout près. Donc ensuite, pour le plan de secteur, vous cliquez sur le petit œil à côté de plan de secteur, puis sur l'engrenage et vous cliquez sur légende. Et là, vous avez la couleur sur le plan qui correspond à l'affectation du sol de votre parcelle. Et vous avez juste à le reporter dans l'annexe 9. Et vous indiquez par exemple habitat à caractère rural si vous avez une zone blanche barrée de rouge. On prie pour vous. On prie pour que vous soyez en zone d'habitat à caractère rural ou en zone d'habitat, mais pas en zone forestière ou en zone verte. Parce que là, pour obtenir un permis pour mettre son habitat léger, ça va être coton. Vous n'êtes pas sorti de la berge, comme on dit. Yeah. Bon, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le plan de secteur, c'est en fait une carte de Wallonie qui indique les affectations des sols par zone. Par exemple, la zone d'habitat à caractère rural, la zone de loisirs, la zone agricole, la zone j'en passe et des meilleurs. Et si vous voulez plus d'informations sur les zones adaptées à l'implantation d'habitation légère, vous pouvez suivre le lien qui est dans la description de la vidéo. La carte d'affectation des sols. Alors là, c'est la COSW, la carte d'occupation des sols de Wallonie. C'est une carte qui indique l'occupation effective des sols, donc c'est légèrement différent du plan de secteur. Pour la consulter, il faut aller sur Wallon Map, l'outil en ligne. Vous vous mettez bien au-dessus de votre parcelle, puis dans Catalogue du géoportail, vous faites la recherche avec COSW, puis dans Agriculture, vous cliquez sur le plus à côté de la carte qui s'affiche. Ensuite, vous cliquez sur Info, vous cliquez sur votre parcelle, et là, dans la fenêtre Info à droite, vous avez l'information qui nous intéresse, et ça sera souvent écrit Territoire artificialisé. Vous reportez juste ça dans l'annexe 9, et c'est bon. Ensuite, schéma de développement pluricommunal. On va faire pluricommunal et communal en même temps. Là, il faut retourner dans la cartographie des données du territoire, SPW, le cartographie des données, bref. Vous vous mettez au-dessus de votre parcelle. Dans le catalogue des cartes, vous choisissez schéma de développement communal. Vous cliquez sur Outils, puis sur votre parcelle. Vous choisissez une méthode d'identification fine ou par parcelle. Vous cliquez sur la parcelle. Et là, de nouveau dans la fenêtre de droite, s'affiche exactement l'information dont on a besoin. Et donc, ça va être la date d'entrée en vigueur du schéma de développement communal ou pluricommunal. S'il n'y en a pas, c'est tant mieux et vous inscrivez néant. Et là, vous pouvez avoir dans la fenêtre info un lien vers le schéma de développement communal et ça peut être intéressant, ou si vous avez le courage, ou le temps, ou les deux, ou les trois, d'aller lire et de savoir quelles sont les règles qui s'appliquent à votre terrain. Pour le schéma d'orientation locale, le guide communal d'urbanisme, le guide régional d'urbanisme, les biens qui comportent un arbre, un arbuste ou une aire remarquable et les sites à réaménager, les sites de réhabilitation paysagère, etc., vous faites la même procédure sur la cartographie des données du SPW territoire et tout est indiqué dans le catalogue. Vous avez juste à redonner les informations. Pour le point, si le projet est soumis aux normes relatives à la qualité acoustique des constructions, dont celles situées dans les zones B, C et D des plans de développement, en fait, ça ne vous concerne que si vous l'habitez dans les régions de Liège et Charleroi. Vous faites une petite recherche internet avec les mots PDLT, aéroport Charleroi, et vous allez voir si vous êtes dans les zones B, C, D. Si c'est le cas, allez au service urbanisme et demandez-leur de l'aide pour remplir les formulaires qui sont alliés avec le permis d'urbanisme. Ce n'est pas trop notre spécialité, on doit dire. Alors, dans le cadre 5, il nous reste les biens soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification. Mais ça, si c'est le cas sur votre terrain, vous êtes certainement au courant. Sinon, vous écrivez néant, parce que ça ne nous concerne pas. Il reste une dernière chose pour le cadre 5, c'est l'application du code wallon du patrimoine. Vous faites exactement comme on a fait jusqu'à maintenant, sur la cartographie des données du SPW, et vous allez trouver toutes les informations qui sont listées dans cette partie-là. On a fini le cadre 5, on est à la moitié. Cadre 6, liste et motivation des dérogations et des écarts. Alors, on va parler des écarts. Pour ce qui est des écarts, il faut aller voir la commune. C'est le plus simple, c'est le plus efficace. Vous allez à la commune, ils connaissent très bien les réglementations qu'il y a sur leur territoire et donc ils vont vous dire en quoi votre projet s'écarte ou pas de ces réglementations qu'on appelle maintenant des guides. Donc par exemple, est-ce que les bardages en bois sont prévus dans les guides communaux ou à quelle distance de la voirie vous pouvez construire. Une fois que vous avez listé tous vos écarts, vous devez les argumenter. Et vous devez, pour ce faire, respecter deux choses. Petit 1, vous devez montrer en quoi vos écarts ne compromettent pas les objectifs des guides, des schémas ou des permis qui concernent votre bien. S'il n'y a pas de guide ou de schéma, en fait, il y en a toujours un, et c'est le SDT, le schéma de développement territorial qui concerne toute la Wallonie. Alors, par contre, ce qui est bien avec ce schéma, c'est que les autorités publiques ont décidé de se prononcer en faveur des habitats alternatifs et spécifiquement de l'habitat léger. Et donc là, pour argumenter vos écarts, vous pouvez utiliser un petit passage pas piqué des hannetons à la page 57. On vous met le lien dans la description de la vidéo. Il y a une deuxième chose à faire, donc,
pour argumenter pour un écart, c'est de montrer que vous participez à la gestion et à l'aménagement du cadre bâti et non bâti. Par exemple, vous allez pouvoir parler de lignes de force du paysage et que votre toiture, les formes de votre bâtiment s'inscrivent dedans. La même chose pour les matériaux, pour les teintes, par exemple. Donc toute cette partie-là, qui explique comment argumenter les écarts, est importante pour votre projet, c'est important pour la commune. Donc prenez votre temps, rédigez ça bien. Là, c'est le moment de réfléchir à la bonne intégration paysagère ou l'intégration au cadre bâti. Ça veut dire plus ou moins la façon dont votre habitat va s'intégrer dans le paysage. C'est très important pour la commune et c'est très important pour vous. Prenez le temps d'y réfléchir. Alors on vient de voir les écarts, et les écarts, c'est quand on s'éloigne d'un guide ou d'un schéma. Les dérogations, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est quand on ne respecte pas un règlement. Par exemple, vous avez une dérogation si vous vous éloignez du plan de secteur. Vous voulez construire ou déposer votre habitat léger dans une zone agricole alors que vous n'êtes ni agricultrice ni agriculteur, paf, c'est une dérogation. Et ça, on vous le déconseille. Vous allez avoir un refus de votre permis d'urbanisme par le collège communal, puis un refus en recours à la région, puis un refus par le Conseil d'État. Enfin bref, ne faites pas ça. La zone agricole, pour le moment, est strictement réservée à l'habitat des personnes dont c'est la profession, même à titre secondaire et sur petite surface. On vous joint un exemple d'explication d'écart, de motivation d'écart dans le PDF qui est joint à la vidéo. Cadre 7, le code de l'environnement. Alors là, on doit faire une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, ou alors faire une étude d'incidence sur l'environnement. Mais la commune ne va jamais vous demander une chose pareille, sauf cas exceptionnel. Donc en effet, on va devoir sortir la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et vous montrer comment on la remplit. Quand on ouvre cette notice, on tombe sur le cadre 1 qui demande des explications, les coordonnées du demandeur. C'est exactement comme dans l'annexe 9. Et puis après le cadre 1, on passe au cadre 2. Et c'est aussi la même chose que pour l'annexe 9 avec quelques spécificités qu'on détaille maintenant. Cadre 2, présentation du projet. Alors là, on va faire la même chose que dans l'annexe 9 pour la première partie de ce cadre. On va expliquer le projet, mais on va donner un peu plus d'informations. Par exemple, on va donner la surface, de la taille, la dimension de votre habitat léger. On va aussi dire s'il y a la démolition nécessaire, s'il y a un phasage nécessaire. Ce genre de choses. S'il y a aussi des mouvements de terre qui sont à réaliser. La deuxième partie, c'est justement concernant le déboisement, l'excavation et le remblayage. Alors là, vous allez indiquer que vous abattez un arbre, si c'est le cas. Vous allez aussi pouvoir indiquer... Ne le faites pas. Non, ne le faites pas. Vous allez aussi indiquer s'il y a des remblais, donc s'il y a des mouvements de terre. A priori, votre habitat léger, il a des petites fondations, très légères, ou des pieux, ou déposés sur le sol. Donc, il n'y aura pas vraiment de remblais ou de déblais. Donc là, vous bougez 1 mètre cube de terre, ou alors vous bougez pas de terre du tout, par exemple. Voilà. Ensuite, pour les modalités d'opération et d'exploitation, en fait, là, on peut se rendre compte que c'est un formulaire générique qui ne s'applique pas qu'à l'habitat, donc vous n'aurez certainement rien à mettre. Par contre, c'est typiquement l'endroit où vous pouvez indiquer les avantages que vous avez de construire ici. Par exemple, est-ce qu'il y a déjà un trottoir devant l'endroit où vous allez construire? Est-ce qu'il y a des transports collectifs? Est-ce qu'il y a des services de proximité? Là, c'est vraiment l'endroit où il faut expliquer les avantages pour vous de construire ce territoire-là. Et il y a une autre chose importante à savoir, c'est que la région wallonne, un de ses objectifs, c'est de limiter les mitages de territoire et donc l'éclatement urbain. Donc là, c'est le moment de dire si vous vous inscrivez dans le cadre bâti. Donc si vous avez une maison à côté, de l'habitat à côté, c'est de montrer que vous n'êtes pas tout seul, quoi. Voilà, tout ça sera positif pour votre dossier. Cadre 3, situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine. C'est hyper simple, la plupart des réponses sont dans le cadre 5 de l'annexe 9 qu'on a rempli tantôt. Et en ce qui concerne spécifiquement les questions de la protection environnementale, la carte est prête dans la cartographie des données du Esprit Territoire. Donc n'hésitez pas à y aller, tout est là. Le cadre 4 ensuite. Le cadre 4, description du site avant la mise en œuvre du projet. Donc, relief du sol et pente du terrain naturel. Il vous propose inférieur à 6%, entre 6 et 15 ou supérieur à 15%. Vous indiquez ce qui est propice pour votre terrain. Nature du sol. Vous allez sur Wallon Map, maintenant vous êtes des experts. Vous cherchez la carte des principaux types de sol de Wallonie et vous y indiquez ce qui concerne votre terrain. Ça peut être par exemple sol limoneux à drainage naturel. Occupation du sol autre que les constructions existantes. Là, entre parenthèses, vous avez le choix. Friche, terrain vague, jardin, etc. Mettez ce qui concerne votre terrain. Pour la présence de nappes phréatiques de points de captage, vous pouvez utiliser la protection des captages, qui est une carte sur Wallon Map de nouveau. Vous avez juste à redonner s'il y en a une ou pas de protection de captage. C'est la même chose pour le point suivant, direction et point de rejet d'eau dans le réseau hydrographique.
vous allez chercher AirWhistle et Lidax dans OneMap. Et vous pouvez aussi indiquer débit d'eau négligeable au vu de la surface de la toiture réduite et rejet dans le terrain drainant environnant, par exemple. Pour les cours d'eau, étangs, sources, captage éventuel sur votre terrain, ça vous savez s'il y a un puits ou s'il y a un étang. Là vous l'indiquez ou vous mettez néant s'il n'y en a pas. Pour l'évaluation sommaire de la qualité biologique du site, c'est à vous de voir, de faire cette évaluation. Donc par exemple, vous pouvez dire c'est un sol de prairie de bonne qualité biologique, ou si vous avez noté une forme de pollution, c'est aussi le moment de l'écrire, et de dire que vous n'êtes pas l'auteur de cette pollution, mais que vous en avez noté une. C'est aussi une manière pour la région de faire un recensement de ce type de pollution. Alors pour l'évaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, ça c'est si vous êtes près d'un site Natura 2000. Si vous n'êtes pas près d'un site Natura 2000, vous mettez néant. Et si c'est le cas, aidez-vous à la commune de demander des renseignements. Pour le raccordement à une voirie équipée, route, égout, eau, électricité, gaz naturel, vous devez mettre à quoi votre terrain est raccordé. Donc par exemple, accès donnant sur la voirie ou raccordement à l'électricité ou à l'eau. Pour la présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde, vous mettez oui ou non. Oui, et vous avez déjà noté ça dans le cadre 5 de l'annexe 9. Présence d'un site archéologique. Cadre 5 de l'annexe 9. Présence d'un site Natura 2000. Fifth cadre of the annex 9. Autre élément de sensibilité environnementale. El cinco... Allez. Ok. Cadre 5. Effet du projet sur l'environnement. C'est vraiment important d'étudier chaque point, ça peut vous aider, vous aussi, à définir votre projet. On va y aller point par point. D'abord, les rejets dans l'atmosphère. Ça, c'est uniquement si vous avez un poêle, par exemple, un poêle au bois, et vous allez rejeter de la fumée. Donc voilà, vous indiquez ça. Il faut savoir que cette notice d'évaluation, elle a aussi pour objectif de vérifier qu'on n'a pas une production trop forte de produits ou de rejets par des entreprises, etc. Donc parfois, les questions sont un peu bizarres ou ne nous concernent pas vraiment. Pour le numéro 2, le projet donnerait lieu à des rejets liquides. La plupart du temps, c'est non, sauf si vous avez un projet de lagunage. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander à l'auteur de projet de lagunage de vous aider à remplir ce point-là spécifique. Pour le point numéro 3, le projet supposera-t-il des captages? Ça, c'est si vous avez besoin d'un puits ou quelque chose. Vous l'avez déjà. Ou si vous avez un puits et que vous allez l'utiliser, là vous devez l'indiquer. Sinon, ça ne vous intéresse pas. Le 4. Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et ou de transport choisi pour les sous-produits et déchets produits par le projet envisagé. Donc là, pour de l'habitat, il s'agit juste d'inscrire, par exemple, si vous allez utiliser les sacs poubelles domestiques, un système de tri et où vous allez les entreposer. Est-ce qu'il y a un petit local à poubelle proche de votre habitat. Et vous pouvez aussi écrire comment vous allez gérer les déchets de la construction de votre habitat, si c'est le cas. Si par exemple ça va être stocké là un moment, puis évacué par une entreprise. Le point 5 concerne les nuisances sonores. A priori, votre habitat ne va pas créer de nuisances sonores. Vous serez sûrement dans de l'habitat vous-même. Voilà. Et ce ne sera pas une chaudronnerie. C'est ça, et l'accordéon ne compte pas. Exactement. Pour le numéro 6, les modes de transport prévus et ou les voies d'accès et de sortie. Donc là, il s'agit d'indiquer si vous avez une voirie sur votre terrain. Donc par exemple, accès depuis la voirie communale vers votre maison. Vous le décrivez et ça suffit. Ouais. Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique générale du site, Bianca? Oui, Bernard. A priori, vous allez quand même installer un habitat qui ne correspond pas à ce qui se fait de manière standard. Et c'est le moment de peut-être décrire à votre sauce en quoi vous pensez que c'est une amélioration de l'esthétique générale locale qui s'oppose peut-être légèrement aux villas 4 façades présentes. Est-ce qu'il y aura des phénomènes d'érosion? Là, a priori, non. Non. Hein Non. À part des préjugés, il n'y aura pas d'érosion. Voilà. Pour le numéro 9, intégration au cadre bâti et non bâti. Alors là, il y a effectivement un risque de rupture par rapport au paysage bâti présent. Et c'est le moment de aussi vous lâcher un peu et de décrire en quoi vous pensez que c'est une amélioration et que peut-être l'habitat léger correspond à une nouvelle révolution dans l'art de construire. Comme une rupture positive, quelque part. C'est ça, un impact positif. Numéro 10, la compatibilité du projet avec les voisinages. Ça, c'est si vous avez une école à côté ou un hôpital ou un site Natura 2000, et que ça pourrait peut-être être gênant, mais a priori, l'activité que vous allez avoir dans votre habitat léger ne va pas embêter le voisinage. Donc non, c'est pas incompatible, a priori. Le numéro 11, risque d'autres nuisances éventuelles. Bon voilà, on commence à en avoir listé un paquet, on espère qu'on n'avait pas d'autres à lister, quoi. D'accord. Alors, modification sensible du relief du sol. Alors, la modification sensible du relief du sol est décrite très précisément dans le Code ET, dans la partie réglementaire, livre 4, article 4, paragraphe 3. On vous laisse aller vérifier ça si c'est votre cas. Boisement ou déboisement. S'il n'y a pas de déboisement, vous mettez néant.
14. Nombre d'emplacements de parking. Là, c'est important d'indiquer parce que la commune va se demander où vous allez parquer vos voitures, si vous en avez. Donc, une ou deux. Et décrivez, par exemple, s'il a fallu artificialiser une partie ou faire un chemin d'accès. un chemin d'accès stabilisé. Voilà. Impact sur la nature et la biodiversité. Alors, bon, on espère que vous pensez avoir un impact positif. Et donc, c'est le moment, par exemple, de dire que vous allez contribuer à la gestion d'un réseau écologique ou ce genre de petites phrases bien tapantes qui pourraient bien passer, quoi. Point 16. Construction ou aménagement de voirie. On en parlait tout à l'heure avec le parking. S'il n'y en a pas, vous mettez néant. Sinon, vous l'indiquez et vous l'indiquerez aussi dans le plan de situation plus loin. Pour le point 17, l'épuration individuelle. Alors en fait, c'est assez réglementé, les projets de lagunage entre autres. C'est seulement si vous n'avez pas la possibilité de vous raccorder aux égouts et que vous êtes en zone d'épuration autonome. Et pour vérifier si vous l'êtes, vous pouvez utiliser la carte PASH. C'est le PASH sur Wallon Map. P-A-S-H. Et donc, dans le cadre, le numéro 17, vous indiquez le numéro d'agrément de votre système d'épuration, si vous pouvez le faire et que vous êtes un auteur de projet. Parce qu'il faut que votre système d'épuration soit agréé par la Wallonie et donc qu'il ait un numéro d'agrément. Cadre 6. Justification des choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces mesures. C'est important ce cadre-ci. Donc, vous devez expliquer pourquoi vous n'avez pas choisi un type d'habitat plus standard pour le vôtre et en quoi c'est mieux en termes écologiques, puisqu'on est dans la notice d'incidence sur l'environnement. On va consommer par exemple beaucoup moins de matériaux pour la construction de votre logement que pour un habitat traditionnel qui fera peut-être 100-150 mètres carrés. Beaucoup moins d'énergie grise donc. Des fondations, a priori vous n'allez pas faire du gros bétonnage. Du gros bétonnage. Terminé tout ça. C'est plutôt... C'était avant. Ouais, dans l'ancien monde. Ensuite, pour le cadre 7, tenez bon, on y est presque, courage. Cadre 7. Il faut indiquer les mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement. Donc, a priori, il y en a quand même peu. Mais ce que vous pouvez indiquer pour les rejets dans l'atmosphère, c'est par exemple quel type de poêle vous avez choisi et si c'est dernière génération et quel rendement du poêle, son pourcentage de rendement. Le rejet dans les eaux, par exemple, c'est le lagunage dont on parlait tout à l'heure. Si vous en avez un, sinon vous mettez néant. Les déchets de production, a priori, ça ne vous concerne pas. Les odeurs, débrouillez-vous. Le bruit, pas d'accordéon. La circulation, vous pouvez utiliser la voirie ici, il y a vraiment un détail indiqué, mais a priori pas, vous mettez sans objet. Et l'impact sur le patrimoine naturel, vous pouvez avoir un impact positif. Oui, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, un potager, une haie indigène. L'impact paysager. Alors là, par exemple, on pourrait se dire qu'une yourte, avec sa forme organique, se fond très bien dans un paysage de prairie ou choses comme ça. Ou par exemple que le bardage en bois d'une tiny house peut rappeler un chalet ou un mirador de chasse et que donc ça existe déjà dans le paysage. Date. Signature. Et c'est fini. Bisous. Youhou! Donc on retourne sur l'annexe 9 et spécifiquement sur le cadre 8 qui concerne la gestion des sols. Pour remplir ce cadre-là, il faut remplir un formulaire et vous pouvez trouver un lien dans la description de la vidéo pour aller le télécharger. Pour remplir ce formulaire-là, on vous propose d'aller sur Wallon Map et de lire la BDES, la carte de gestion des sols. Donc vous allez sur le catalogue du géoportail, vous mettez BDES dans la barre de recherche, vous mettez la carte, vous cliquez sur le petit œil et là vous mettez bien au-dessus de votre parcelle et vous regardez de quelle couleur est votre parcelle. Alors si c'est la couleur pêche, ça veut dire qu'il y a un risque de pollution sur votre terrain. Donc ça, c'est pas bien. Ça va pas nous faciliter la vie. Par contre, si c'est bleu lavande, là on est en Provence, là c'est une bonne nouvelle. Ça c'est chouette, là, on est en vacances, on continue, cool, on remplit le formulaire. Voilà, on va juste le petit nom au début du formulaire, on le coche, on met son numéro de parcelle, on s'allonge son transat, on signe, on met la date et c'est fini pour le cadre 8. Voilà. Et si c'est pas le cas, si c'est couleur pêche, on vous propose d'aller voir le service urbanisme de la commune pour remplir ce formulaire avec vous et on espère, on croise les doigts pour vous. Ils sont compétents, courage. Ils nous aideront. Alors on arrive au cadre 9. C'est notre préféré, le cadre 9. Oui. Il est relatif à la voirie communale. Donc, le cadre 9, vous le remplissez si vous devez construire ou transformer une voirie communale. En fait, ça ne vous concerne pas, j'imagine. Donc, vous cochez « nous » et vous passez au suivant. Si jamais ça vous concerne réellement, alors vous allez voir la commune et ils vont vous aider à faire toutes les démarches nécessaires. Cadre 10. Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments. La PEB. La PEB.
Mais à quoi ça sert la PEB, Jamy? Eh bien, Fred, la PEB, ça, en fait, ça protège la société de construire des bâtiments qui consomment trop d'énergie. Ah, c'est bien ça. Bah oui, parce qu'on peut quand même se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est une thématique assez importante quand on parle d'écologie, que l'énergie n'est pas un produit intarissable, que pour la produire et la consommer, on produit des gaz qui, cumulés, participent au réchauffement climatique. La certification PEB, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Et donc, ça fait un effet de révélateur des inégalités sociales. Et ça, si jamais la région Wallonne nous écoute, sachez que c'est quand même dommageable dans la procédure pour des gens qui font le choix de l'habitat léger. C'est une procédure un peu compliquée, en tout cas à notre sens. Sauf que en habitat léger, souvent on a des petites surfaces et que la PEB, vous ne devez pas la suivre et la respecter si votre surface intérieure est en dessous de 50 mètres carrés. Tout compris, hein, plancher. Dans ce cas-là, vous téléchargez le formulaire d'exception PEB, vous trouvez le lien dans la description. Vous le remplissez, vous cochez juste la case qui dit que votre surface est inférieure à 50 mètres carrés, vous datez, vous signez et vous joignez une vue en plan de votre habitat qui montre le calcul. Et c'est bien entre les murs et sans les cloisons, le calcul. Donc si jamais vous êtes légèrement au-dessus, n'hésitez pas à épaissir un peu une cloison intérieure pour être dans les 50 mètres carrés. Parce que faire certifier, faut faire appel à un responsable PEB qui fera les calculs, qui remplira le formulaire pour vous et ça coûte environ 500 € selon la charge de travail. Voilà, donc conseil, en dessous de 50 mètres carrés. Et on passe au cadre suivant. Le cadre 11. Formulaire, statistique, mathématiques, on aime. On adore, c'est notre préf. Alors, on vous l'a mis également dans la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger un formulaire vide. On vous a mis aussi un formulaire déjà pré-rempli avec un exemple pour vous inspirer dans le PDF lié à la vidéo. En fait, la première partie, c'est l'administratif, c'est comme le cadre 1 de l'annexe 9 et de la notice d'incidence, c'est assez simple. Ensuite, on va vous laisser remplir ça en solo. Ça sera certainement la partie A qui est réservée à la construction. Les parties B et C, à mon avis, vous allez laisser de côté parce que c'est pour les transformations, etc. Il s'agit juste de faire des calculs à partir des plans. On va vous aider à la fin de la vidéo à dessiner des plans. Si vous avez bien vos mesures, bien rédigées sur vos plans, ce sera juste des petits calculs à faire et ça va être très simple, ça va aller tout seul. On passe au cadre 12 qui parle de la réunion de projet. Alors, vous pouvez rencontrer la commune, hein, on vous en parle souvent, allez voir la commune, allez voir la commune. La réunion de projet, c'est une réunion avec la commune et d'autres instances un peu formalisées. Oui, c'est vraiment une procédure légale qui a été inscrite dans le Code d'été à son apparition. Et ça permet d'inviter toutes les instances consultées, qui seraient consultées dans votre demande de permis, que ce soit à la région, les différents services et la commune. Et tout le monde se retrouve au même endroit pour discuter du projet, le présenter et voir un peu quelles seraient les pistes et les fils à tirer pour que tout se passe au mieux pour votre demande de permis. Ce n'est pas obligatoire du tout, mais sachez que ça existe si jamais vous rencontrez un problème dans votre parcours et que vous avez envie de voir tout le monde en même temps. C'est une possibilité de le faire. Remplir cette annexe peut aussi vous aider à définir votre projet dans le langage de l'administration et ainsi être plus au courant des tenants et aboutissants de la procédure. Quand vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à consulter et vous présenter au service urbanisme de la commune avec votre dossier avant le dépôt officiel. Comme ça, vous pouvez l'améliorer et augmenter vos chances de succès. Donc, pour le cadre 12, si vous n'avez pas fait de réunion de projet, vous barrez et vous passez au cadre 13, les annexes à fournir. Les annexes, à la tienne annexe. Annexe? Annexe est là? Annexe, les annexes. On va changer de technique, on va dessiner maintenant. On a 4 annexes à fournir. Le plan de situation, qui va montrer la situation de votre terrain à une petite échelle. Ensuite, un reportage photographique, qui montre les alentours et la parcelle. L'occupation de la parcelle, un plan à une plus grande échelle. Et enfin, plan, coupe et façade de votre habitat. On va commencer par le plan de situation. On va de nouveau sur la cartographie des données du SPW territoire, la cartographie du SPW données territoire, et vous vous mettez à une échelle de 1/5000e. Comme ça va être parfait au moment de l'impression. En fait, on va juste aller chercher un fond qu'on va imprimer et on va dessiner dessus. C'est assez simple. Vous choisissez dans fond de carte, vous cliquez sur cartoweb.be. Vous rendez visible les parcelles cadastrales dans le catalogue qu'on avait téléchargé sur la gauche. Vous cliquez sur le cadastre, le petit œil pour qu'il s'affiche. Ensuite, vous cliquez sur imprimer. Vous choisissez de télécharger un PDF en A4 et vous choisissez comme titre plan des situations. Vous cliquez sur imprimer, ça va vous télécharger le plan. Ensuite, vous imprimez ce téléchargement et on va dessiner dessus. Vous commencez par tracer un cercle de 200 mètres autour de votre parcelle et pour ça, vous vous aidez de l'échelle qui est imprimée. Ça va être facile avec un petit compas. Ensuite, il vous reste à indiquer les informations demandées dans l'annexe 9, soit la direction, donc il faut mettre une petite flèche vers le nord, il faut savoir que ce sera toujours vers le haut de la feuille avec les cartographies SPW données territoire. Ensuite, vous mettez
le statut juridique et la domination des voiries. Donc là, ça va être par exemple National 949, chaussée de Reux, choses comme ça. Ensuite, vous mettez l'affectation ou la nature des bâtiments dans un rayon de 50 mètres autour de votre parcelle. Donc par exemple, habitat ou bâtiment communal. Et il ne vous reste plus qu'à mettre l'indication numérotée des prises de vue du reportage photographique. Donc par exemple, la photo numéro 1, vous mettez un petit 1 dans un cercle et une flèche dans le sens duquel vous avez pris la photo. Et voilà. Après le plan de situation vient le reportage photographique en couleur. Le reportage photographique en couleur, effectivement, c'est vraiment un outil essentiel pour que la commune se rende compte à quel endroit vous allez construire, dans quel paysage, quelles sont les constructions autour de votre futur habitat. Donc prenez le temps, appliquez-vous, c'est vraiment important. Aidez-vous de votre fameuse nièce, qu'on salue d'ailleurs. C'est assez bien décrit dans l'annexe 9, le type de photos qu'il faut faire, le nombre de photos qu'il faut faire. On vous laisse lire ça, ça va très bien se passer. Et il faudra juste vérifier, quand vous allez remettre les photos sur des feuilles A4, et que vous allez les numéroter, que les numéros correspondent aux numéros que vous avez mis sur le plan de situation. Il nous reste l'occupation de la parcelle. Et pour l'occupation de la parcelle, on va retourner sur Wallon Map. Merci Jamy de t'en occuper. Pour ce faire, vous mettez bien au-dessus de votre parcelle, vous choisissez une échelle où on voit bien toute votre parcelle le plus grand possible. Ensuite, vous cliquez sur les vues prédéfinies, puis sur cadastre. Ensuite, vous cliquez sur fond de plan et voyage dans le temps et vous choisissez une transparence soit 100%, soit 50% si vous voulez vous aider de la vue satellitaire pour dessiner exactement l'endroit où vous comptez mettre votre habitat. Ensuite, vous cliquez sur imprimer. Vous choisissez de télécharger un PDF. Comme titre, vous pouvez mettre occupation de la parcelle, comme ça sera déjà inscrit. Et vous téléchargez ce PDF. Là, ça nous fait déjà une bonne base pour pouvoir dessiner dessus chaque élément qui est demandé dans l'annexe 9. Nous, on ne demande qu'une commission de 10 000 $ pour chaque point que vous aurez réussi à dessiner sur ces plans. C'est donné. Premier point, dessinez les limites de la parcelle. Vous prenez un feutre et vous surlignez les limites de votre parcelle et vous écrivez avec une petite flèche « limite de la parcelle ». Ensuite, vous devez dessiner en vue en plan, c'est-à-dire en vue du dessus, ici, les bâtiments qui sont déjà sur la parcelle concernée avant que vous vouliez construire. Il faut être assez précis dans la manière de les placer sur la parcelle. Peut-être que vous allez les voir par transparence s'ils étaient déjà là depuis longtemps. Et il n'y a que ça à faire. Et s'il n'y en a pas, vous ne dessinez rien. Ensuite, vous devez dessiner ce que vous voulez ajouter à la parcelle, en bâtiment. Donc de nouveau, en vue en plan, grâce à une flèche, vous pouvez indiquer les matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures. Par exemple, bardage naturel, bardage en bois de teinte naturelle ou toiture en tôle ondulée anthracite ou toile de yourte En coton rouge-brun. Voilà, rouge-brun, c'est pas mal, rouge-brun. Ensuite, vous devez dessiner là où les servitudes, s'il y en a. Si par exemple, vous partagez un chemin avec un voisin, il faut juste écrire servitude avec le voisin. Ouais. C'est simple. S'il n'y en a pas, vous n'inscrivez rien. Ensuite, il s'agit de dessiner les aménagements déjà présents ou ceux que vous comptez mettre pour bien vivre à cet endroit et participer à l'intégration paysagère. Donc par exemple, il s'agira de dessiner les clôtures, les arbres à haute tige, les haies en les nommant et si besoin en indiquant s'ils restent, s'ils disparaissent ou si vous comptez les mettre en même temps que votre habitat. Et pour finir, si vous avez besoin d'aménager quelque chose pour l'écoulement des eaux pluviales, vous devez le dessiner. Donc par exemple, le placement d'un drain sur votre terrain. Ou un lagunage. Et ça, oui, et il y a aussi la manière dont vous gérez les eaux usées. Donc là, vous devez dessiner soit une fosse septique, soit un lagunage, soit un raccord aux égouts. Et enfin, On va encore zoomer un peu plus. voici un exemple guidé des vues en plan, en élévation et coupe de votre habitat. Que vous devez ajouter à votre annexe parce que vous créez un logement. Et là, c'est Jamy, le roi du stylo, qui va vous faire un petit exemple. Pour les plans, les dessins qu'on doit fournir, on doit d'abord fournir un plan, la vue en plan du logement. On va tout faire ici à l'échelle 1/100. On a le choix entre le centième ou le 50e et tout a été dessiné au centième. La vue de la façade, qu'on appelle l'élévation, et puis la coupe longitudinale et transversale. Alors ici, comme on représente une yourte, il y a une seule coupe qui vaudra pour les deux. Parce que c'est une forme ronde, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ah, ok. exact. Et d'ailleurs, je l'ai représenté ici, coupe 1, elle va de là à là et on regarde par là. Ah, le triangle, ça veut dire dans quel sens on regarde? Ouais. Du coup, en fait, c'est comme s'il y avait comme on ouvrait la yourte comme ça, quoi. Exact. Ok. On représente le plan ici, donc au centième. Il y a une cote qui représente le diamètre extérieur de la yourte, 600 cm. S'il n'y a rien, comme unité, c'est que c'est en centimètres. Ok.
À l'intérieur, on voit qu'il y a la cuisine. Attends, la légende, l'échelle au centième, ça veut dire 1 cm égale 1 mètre. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Alors il faut, ici j'ai habillé l'aménagement intérieur de cuisine, vous voyez la salle à manger, le divan ici, et des lits, et puis la salle de bain ici. Et il faut nommer les différentes pièces. Voilà, on voit l'épaisseur du mur qui fait 15-20 cm ici. On voit les portes avec leur forme quand elles s'ouvrent. Voilà tout ce qu'il faut pour le plan. En élévation, il faut représenter donc la façade de la yourte et indiquer les matériaux. Là, j'ai mis des numéros et puis j'ai repris la légende des matériaux ici à côté. Donc toile de coton rouge-brun par exemple, toile coton beige, châssis bois pour ceci. Tu as reporté le diamètre exactement. C'est ça. Et la porte, Oui. et la cheminée avec le poêle à bois. Ok. Oui. Et quand on passe après l'élévation, on a la coupe. Donc la coupe, c'est la même chose que l'élévation, mais on a coupé à l'intérieur de la bestiole, donc on voit son épaisseur. On voit à l'intérieur la matière, c'est l'isolation qui est représentée là. Et on a aussi une information complémentaire, on voit bien sûr à l'intérieur ce qui se passe, le poêle, la porte qui est là, le poêle et la cheminée. L'information complémentaire, c'est le niveau. Donc par exemple là, le niveau du sol, du plancher de la yourte est à plus 40 cm par rapport au niveau 0 de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on doit aussi indiquer? On doit coter la coupe. Donc ici 20 cm pour arriver au bas de la yourte. Et puis 2,50 m, c'est la hauteur totale du mur. Et puis 1 mètre plus haut, on a la fenêtre du sommet, la coupole, ouais, avec le tonneau. Donc ça fait 3,70 m au total de hauteur, si on est à la base de la coupole. Il y a aussi une information là quand on doit indiquer le relief du sol, c'est ça? Ouais. Et ici j'ai représenté un relief, par exemple on a un talus qui commence à une certaine distance de la yourte et je l'ai mis à plus 1 mètre par rapport au niveau 0. Là on a une représentation globale et que l'on titre, hein, coupe 1 ici, élévation ici et plan du rez-de-chaussée ici. Et si par exemple on avait eu une maison rectangulaire, on aurait dû faire l'élévation d'un des côtés et un deuxième dessin pour l'autre façade perpendiculaire. C'est ça. Ok. Et dans ce cas-là, on aurait fait, imaginons qu'on a un bâtiment rectangulaire comme ceci, on aurait mis la coupe transversale ici, je vais mettre T, et on va mettre la coupe longitudinale dans l'autre sens, qui serait là, dans le plan. Dans la coupe, vous allez aussi indiquer la composition des parois. Donc ici, de l'extérieur vers l'intérieur, j'ai mis la toile de coton, l'isolation en laine de chanvre 15 cm, un frein vapeur et la structure bois. Donc ça c'est valable à la fois pour le mur et pour la toiture. Donc je n'ai mis qu'une seule description. Et c'est ça qu'on doit décrire. Ben, c'est fini. Cette annexe, à vous de jouer maintenant, à la remplir. Aidez-vous les uns les autres, entraidez-vous. Pour remplir les annexes. Passez-vous des tuyaux, dites comment ça s'est passé dans votre commune. Et puis envoyez-nous un biscuit à la première, au premier éventuellement, qui nous envoie son permis d'urbanisme accepté. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo, si vous avez un permis. Et d'ailleurs, partagez cette vidéo, c'est bien. Ouais. Allez. La prochaine? Ouais. On en refait une? On refait quelque chose après? C'est prévu? Oui, la semaine prochaine, on fait comment couler sa dalle de béton en 2 étapes. Ah ouais, c'est vrai, c'est ce que j'avais dit. Salut Bernard. Excellent. Jingle. Avec le Buffy du actif, les intestins iront mieux. Exotica. Enter the world of Exotica. Be a dice for Exotica. Exotica. Exotica.
Exotica.